Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Théories du Monde. La dernière fois, nous nous sommes intéressés à la théorie des anciennes astronautes et sachez que vous avez été 38% à croire en cette théorie contre 41% qui n'y croyaient pas. Enfin, 21% d'entre vous sont mitigés. Merci à tous pour votre participation dans les commentaires, j'espère que vous serez autant intéressés par le sujet d'aujourd'hui, un peu différent du dernier puisque nous allons nous intéresser à une légende historique, à savoir le mystère de la mort d'Anastasia Romanov. Anastasia Nikolaïevna Romanova était la quatrième fille du tsar Nicolas II de Russie. Membre de la famille impériale, sa mort mystérieuse fut une énigme qui défraya la chronique pendant presque un siècle. Pour bien comprendre cette théorie, il faut d'abord faire un bref point sur l'histoire de la mort de la famille impériale. Et cette histoire commence en 1917. La Russie est alors en pleine révolution, c'est-à-dire que les bolcheviks souhaitent renverser le régime tsariste en place. Il y avait donc la famille impériale russe qui gouvernait la Russie depuis plusieurs générations et qui se composait de Nicolas II, Alexandra Fyodorovna, sa femme, et leurs 5 enfants, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexis, le dernier étant atteint d'hémophilie. Il sera notamment soigné par un personnage connu grâce à la Fox, Rasputin. Au cours de la Révolution et après quelques péripéties, la famille sera emprisonnée par le gouvernement provisoire, d'abord au palais Alexandre, puis à Tobolsk, en Sibérie orientale, où ils sont transférés. Les conditions de captivité y sont rudes, l'hiver sibérien approche, et les températures descendent jusqu'à moins 38 degrés. Un mois plus tard, la famille est de nouveau transférée. On les emmène dans une maison dite à destination spéciale, la maison Ipatiev à Ekaterinbourg, et la détention est une nouvelle fois très difficile. Cependant, des rumeurs et des nouvelles circulent. L'armée blanche, ennemie des bolcheviks qui détiennent la famille, pourrait arriver sous peu à Ekaterinbourg. S'ajoutent à cela des rumeurs d'évasion, les gardes deviennent nerveux et agressifs. Il n'est plus question de conduire le tsar Nicolas à Moscou pour le faire juger. Le mardi 16 juillet, à minuit, la famille est conduite au sous-sol. 3h15 plus tard, le commandant annonce que des amis du tsar ont essayé de les sauver, et ainsi, la famille doit être exécutée. L'ex-tsar a à peine le temps de prononcer un mot qui l'est tué. Il est le premier mort à bout portant, et les autres otages suivent peu après. L'exécution n'aura duré que 3 minutes. Certains diront que Rasputin l'avait prédit en disant qu'à sa mort, la Russie tomberait dans les griffes du diable. Le lendemain, les corps sont chargés dans un camion puis transférés dans une forêt proche. Brûlés et défigurés à la chaux, les victimes sont jetées dans un puits de mine puis enterrées plus tard. Et c'est à ce moment précis que le mystère Anastasia Romanov commence. Cette théorie voudrait qu'une des jeunes filles du tsar, Anastasia, ait survécu à l'exécution de la famille impériale. Et cette drôle d'histoire commence ainsi. Un soir de février en 1920, au bord d'un canal à Berlin, une femme se jette à l'eau. Elle est sauvée et conduite à l'hôpital, elle n'a aucun papier et reste silencieuse. Elle est transférée 1 mois plus tard dans un asile. Pendant 1 an et demi, c'est une pensionnaire exemplaire et relativement calme, sauf quand il s'agit de prendre des photos d'elle. Un jour, l'inconnu tombe sur un article de journal relatant les faits de 1917 et avec la photo des 3 filles de Nicolas II. Devant son air troublé, sa voisine lui dit qu'elle sait qui elle est. La rescapée aurait répondu « Tais-toi ». En mars 1922, sa voisine demande au capitaine d'un ancien régiment de l'impératrice de venir voir l'inconnu. On découvre que celle-ci ne sait pas parler le russe et elle ne reconnaît pas la photo de l'impératrice. Le capitaine juge l'affaire suffisamment grave et appelle des familiers de la famille impériale à venir voir la jeune femme. À Berlin, l'affaire est la proie des médias et des admirateurs, pourtant le résultat des visites est mitigé. D'un côté, certains membres de la cour ne voient aucune ressemblance entre la jeune femme et la duchesse, et de l'autre, des membres affirment le contraire. Finalement, la jeune femme, qui se fait désormais appeler Anna Anderson, sera prise sous l'aile de la baronne Kleist, qui l'hébergera et l'aidera à se remémorer les souvenirs de sa vie avant la Révolution. Dans les mois qui suivent, l'inconnue, qui se fait surnommer Annie par le peuple, commence à raconter les événements. Dans les sous-sols de la maison d'Ekaterinbourg, ce fameux soir, la duchesse était cachée et se serait évanouie derrière sa sœur Tatiana, qui mourut sur le coup par les tirs de revolver. Elle aurait repris connaissance au fond d'une charrette menée par 2 hommes et 2 femmes. Les hommes étaient 2 frères de la garde bolchevique ayant refusé de prendre part au massacre.
En enlevant les corps, il se serait aperçu que la duchesse respirait encore et aurait décidé de la laisser vivre et de lui faire quitter clandestinement la Russie. Anastasia aurait ensuite continué à se cacher des bolcheviks et aurait épousé un des frères. Un enfant serait né de cette union en décembre 1918, mais le destin tragique s'acharne et son mari est reconnu par des agents bolcheviks et exécuté comme déserteur. La duchesse tomba dans la dépression, son enfant lui est retiré, son beau-frère disparaît. Tous ces éléments l'auraient poussée à bout de fatigue et de désespoir et l'auraient conduite au suicide dans le canal. Anna tentera de se justifier par de nombreux moyens, mais malgré tout, en mai 68, le tribunal de Hambourg prononce un arrêt défavorable et la jeune femme abandonne. Elle meurt finalement aux États-Unis en février 1984. Pour les défenseurs d'Anna Anderson, il existe de nombreuses similitudes entre les deux jeunes femmes. Un âge quasi similaire, une certaine ressemblance physique, et sur le plan médical, on lui reconnaît les blessures d'enfance de la duchesse. Viennent s'ajouter à cela les différents témoignages en sa faveur. La nourrice d'Anastasia, une de ses camarades de jeu, la fille du médecin du tsar, deux cousins germains allemands, le grand-duc André et bien d'autres la reconnurent immédiatement comme étant l'impératrice. Félix Dassel, qui en 1916 connaissait bien les quatre filles et très dubitatif face à cette histoire, tenta à de nombreuses reprises de la piéger en lui affirmant de fausses informations qu'elle corrigea aussitôt. Il retémoignera finalement sous serment en 1958, avant sa mort, avoir reconnu Anastasia. Pour certains, elle est surprenante et connaît des détails de l'intimité des grandes duchesses, comme le nom affectueux Schweppes que sa sœur Olga donnait à Tatiana, ce que très peu de personnes savaient. Par ailleurs, une déclaration troublante de la jeune femme vient semer le doute. Lors d'un entretien, elle nomme en souvenir l'oncle Ernie, à savoir Ernest de Hesse, le frère de l'ancienne tsarine, et affirme l'avoir vu en dernier en décembre 1916 en Russie. Ce propos implique que le prince aurait entrepris de trahir les alliés en se rendant clandestinement à un rendez-vous en Russie pour demander une paix séparée. Ces souvenirs retrouvés vaudront à Anna de nombreux ennemis, ne souhaitant pas que l'inconnue soit déclarée comme étant la duchesse, et Ernest de Hesse nia tout en bloc. Pourtant, les propos de la jeune femme seront confirmés plus tard. Et d'autres détails suscitent le doute quant à la mort de la duchesse. Lors d'un interrogatoire, un soldat aurait certifié qu'il manquait un corps avant de les enterrer, mais la précipitation de la garde à vouloir détruire toute trace du massacre les a poussés à ne pas vérifier. Pour éclaircir ce mystère, une graphologue de renom étudia les écritures des jeunes femmes et affirma que l'écriture d'Anna Anderson et celle d'Anastasia sont identiques. Mais alors, si Anna Anderson est bien la descendante des tsars, pourquoi certains membres de sa famille ne l'auraient pas reconnue comme telle ? À cette question, les partisans d'Anna expliquent que certains membres risquaient de perdre leur crédibilité en affirmant reconnaître la duchesse, et que la pression sociale de l'époque ne leur permettait pas de parler. Les intérêts en jeu étaient en effet considérables, tant politiques que personnels. Le grand-duc de Cyril, cousin du tsar, désormais chef de la famille des Romanov, et prétendant à la couronne, refuse de lui accorder seulement une entrevue et déclare que l'affaire est classée. Et les enjeux étaient tellement importants que la résurrection d'Anastasia ne pouvait pas avoir lieu. Si Anna Anderson avait donc été la véritable Anastasia, peut-être les secrets de famille et le poids politique et financier auraient poussé ses propres pères à cacher cette vérité. Malheureusement pour la jeune femme, nombreux sont ceux à remettre entièrement en question la véracité de ses propos. Dans les faits avancés pour discréditer la jeune femme, on note qu'à son arrivée à l'asile, elle ne savait absolument pas parler le russe. Et même si des spécialistes s'accordent à dire que certains traumatismes peuvent amener à une amnésie de sa propre langue maternelle, ce point lui fera beaucoup de tort par la suite. De la même façon qu'il y eut beaucoup de personnes à la reconnaître, quasiment autant de monde la jugea comme n'étant pas la duchesse. Par exemple, la baronne Isa, qui connaît les enfants impériaux depuis leur naissance et qui se trouvait dans la maison du massacre 6 semaines avant celui-ci, ne la reconnut pas, ainsi que sa grand-mère qui refusa de lui accorder du crédit. On est donc très loin de la fin heureuse du film d'animation. Et malgré beaucoup d'éléments en sa faveur, nombreux sont ceux qui l'accusent d'imposture, d'escrocs voulant s'approprier la fortune du tsar. Pour eux, la jeune femme a pu aisément se faire passer pour Anastasia, sachant que la plupart des personnes qui auraient pu l'identifier avec certitude sont mortes. Ernest de Hesse, qui se sentait menacé par les révélations de la jeune fille, engagea un détective privé, Martin Knopf, qui affirmera qu'Anna se nomme en réalité Franziska et qu'elle est une ouvrière polonaise. Finalement, c'est en 1990 que les corps de la famille impériale sont retrouvés et exhumés, puis identifiés par une analyse ADN. 2 corps manquent, celui du tsarevitch Alexis et celui de l'une des sœurs, Maria ou Anastasia. En 1994, on compare l'ADN d'Anna Anderson avec celui du prince Philippe, duc d'Édimbourg, dont la grand-mère est la sœur de la tsarine Alexandra.
et le test se révèle négatif. Anna Anderson n'est donc pas une Romanov. En 2007, des ossements sont retrouvés aux abords d'Ekaterinbourg et sont certifiés par le chef russe de l'expertise génétique, Nikolai Nevolin, comme étant les restes des enfants impériaux. Jean Descartes, dans son interview, explique qu'Anna Anderson était en réalité juste une jeune fille traumatisée, à qui des escrocs avaient fait croire à son identité prestigieuse afin de capter le magot impérial. Au final, ce mystère aura occupé une bonne partie du XXe siècle, et certains points font toujours l'objet de thèses. Par exemple, une autre théorie voudrait que le massacre d'Ekaterinbourg n'ait en réalité jamais existé, ou presque, et que l'impératrice et ses 4 filles avaient été évacuées vers Perm, où elles ont été vues prisonnières au complet par au moins un témoin oculaire. Un certain Alexis Dorazzo affirmait être le petit-fils de Maria Romanov, qui serait décédée d'un cancer en 1970. Et en 1957, Sigismund de Prusse avait reconnu Maria après une rencontre au cours de laquelle ils se racontèrent des souvenirs d'enfance. Ce mystère conséquent aurait donc aujourd'hui livré tous ses secrets selon les tests ADN. Cela étant, les partisans continuent de voir en l'inconnue Anna Anderson le visage d'Anastasia Romanov. Le problème n'est pas la véracité des tests ADN. Je suis totalement incapable de dire si ces tests sont valables ou pas. Ce qui est douteux, c'est qui a été soumis aux tests ADN. Est-ce que ce sont vraiment les squelettes de la famille impériale ou d'autres? Or, je ne sais pas si vous avez remarqué que ce sont toujours des laboratoires anglais qui ont identifié les corps et fait les expériences. Alors pourquoi anglais? Parce que c'est la famille d'Angleterre, les Mountbatten, qui indirectement sont d'une certaine façon les héritiers des Romanov. Et des rumeurs suggèrent même que sa grand-mère Maria Feodorovna aurait avoué sur son lit de mort avoir reconnu sa petite-fille. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je tiens à rappeler que les théories du monde n'ont encore une fois pas le but de défendre un point de vue, mais bien de vous donner tous les éléments pour vous faire votre propre avis. Donc comme la dernière fois, je vous laisse débattre de cette théorie dans les commentaires, et en attendant, je vous dis au revoir et à très vite pour un nouvel épisode.